Je m'appelle Jacques Gandemer, je suis physicien, mécanicien des fluides, climatologue, et ça fait environ, vu mon âge, 40 ans que je suis dans le labeur de l'ingénierie climatique à des fins de conception aussi bien de l'urbanisme climatique que l'architecture climatique. En 2017, l'aéroport me contacte sur le travail d'une réhabilitation climatique de la halle existante et ensemble, nous avons pu mettre au point des perméabilités, des transparences et la création en toiture d'une fente d'extraction plus un brassage large qui a permis en quelque sorte de changer le microclimat de cet aéroport. J'étais à la genèse même de la réflexion pilotée par le maître d'ouvrage qui souhaitait que l'extension de l'aéroport soit bioclimatique. Et donc, dès les premiers coups de crayon, à la fois avec l'équipe d'architectes, l'équipe d'ingénierie, ma spécialité, nous avons pu bâtir, construire, dessiner ce que pourrait être cette extension. Toute la vocation de cette architecture climatique, c'est de développer des courants d'irrigation intérieure qui permettent au corps humain tel qu'on est là de décharger thermiquement la température du corps et de façon à avoir une température ressentie de l'ordre de 4, 5, voire 6 degrés inférieure à la température ambiante. C'est une température ressentie. Lorsque le bâtiment est effectivement en fonctionnement, la température physique de l'extérieur est la même que la température intérieure. Mais le métabolisme, le fonctionnement du corps, compte tenu de ces échanges pariétaux, fait qu'on gagne 4-5 degrés. Or, comme à La Réunion, vous avez à la fois le moteur qui est le vent et à la fois une gamme de température qui ne dépasse pas 33 degrés, on retombe par ce stratagème dans la zone de confort du métabolisme de l'être humain. Donc au niveau de l'organisation des masses bâties, voire de la forme de l'objet que l'on va réaliser, une des difficultés, c'est de bien l'orienter par rapport au vent dominant, mais ce bâtiment, futur, est en interaction aérodynamique avec l'existant. En d'autres termes, le vent, lorsqu'il voit un obstacle, il développe sur ses façades des pressions, contourne à droite, contourne à gauche, décolle au niveau de la toiture, donc crée un champ de pression autour de l'obstacle. Ce champ de pression est variable en fonction de l'incidence du vent. Donc une des difficultés était à la fois de sauver ce qu'on avait mis préalablement au point sur le bâtiment existant au niveau de sa propre ventilation. La deuxième, éviter pour les vents, on va dire, de nord-est, de déventer par cet obstacle l'extension. Donc, il a fallu trouver à la fois une architecture émergente de l'obstacle, orientée par rapport au vent dominant, et telle que la forme pouvait faire en quelque sorte une captation géométrique des flux incidents, d'où la nécessité de créer ce qui s'appelle un verrou climatique. C'est une liaison, c'est-à-dire opaque, entre ce nouvel aéroport et l'existant. Au niveau de l'architecture, il y a à la fois, comme j'évoquais précédemment, l'importance de créer des champs de pression qui font en sorte qu'entre façades, on ait des différences de pression importantes, mais aussi sur des principes aérodynamiques connus du monde de la climatisation passive. On va aller chercher là où la vitesse du vent est maximum, un décollement. On a créé, au niveau du faîtage, des lèvres de décollement, et à ce moment-là, la dépression de décollement devient énorme. Et on capitalise cette dépression dans un canyon, une forme d'énorme gouttière, qui va permettre d'aspirer le flux des façades vers la toiture, donc de faire une véritable pompe naturelle, d'où une architecture spécifique, à la fois, on peut dire en aile d'avion pour accélérer le flux, des lèvres de décollement et une organisation autour de ce canyon qui est une pompe d'aspiration qui gère absolument l'ensemble de la potentialité de ventilation. Lorsque le vent est trop fort,
le niveau de vitesse à l'intérieur pourrait devenir extrêmement désagréable. C'est-à-dire que l'effet de dérangement des muqueuses, des brassages mécaniques et tout ça pourrait être intenable. D'où la nécessité, en complément de ce principe d'aspiration, de réguler par des ventelles pilotées en fonction de la vitesse du vent, en fonction de la saison, en fonction de la présence ou pas de pluie, en fonction de la température extérieure, en fonction du plan de charge même des occupants ici. Donc, on a une architecture vivante qui constamment s'adapte pour que l'homogénéité de cet espace et les courants d'irrigation restent tout le temps dans la zone de confort. La nuit, parce qu'il y a moins de rayonnement direct, diffus, la température baisse. Elle baisse à minimum, même les étés les plus chauds, d'au moins 4 degrés. On va continuer à ventiler cet espace en allant décharger les masses bâties, donc les dalles en l'occurrence, et capitaliser en quelque sorte le frais de cette nuit, de cette température abaissée, de façon à restituer le matin par rayonnement, c'est-à-dire c'est un complément à la ventilation naturelle, ce dispositif purement thermique. Mais pour être astucieux, il faut gérer les admissions d'air. En d'autres termes, lorsque la température extérieure commence à remonter parce que c'est la levée du soleil, eh bien on ira fermer notre ventilation naturelle, c'est-à-dire on gardera au frais nos dalles, et c'est uniquement lorsque le rayonnement de ces dalles fera que l'ambiance intérieure arrive vers 26-27 degrés que l'on se positionnera alors en ventilation naturelle. Donc on cumule les effets. Et d'ailleurs, cette inertie thermique fait que jamais la température intérieure, la température physique, que l'on égalise bon an mal an à la température extérieure lorsque la ventilation fonctionne, eh bien cette dalle continuera toujours à rayonner frais. Donc, quelle que soit la circonstance, en été, on aura une température ambiante physique, outre l'aspect ressenti, inférieure à la température extérieure. Tout à l'heure, on évoquait une irrigation homogène, dynamique, ce qui est compatible avec le signal vent sur le site. Mais il existe, on est bien d'accord, des moments où le vent, même s'il ne descend extrêmement rarement en dessous de 3 mètres par seconde, il est quand même mou du genou. Dans ces circonstances-là, on assure la décharge thermique, c'est-à-dire que la température extérieure et la température sont à égalité, mais s'il fait 32 dehors, il fait 32 dedans. D'où l'idée de développer, puisque j'ai ma décharge thermique, mes courants d'irrigation, et c'est le relais de ces ventilateurs qui permettent de redescendre, comme dans le cas naturel, à une température ressentie qui fait 4, 5, voire 6 degrés inférieure à la température. Donc, ces brasseurs d'air n'interviennent et ne fonctionnent que nécessairement lorsque les vents incidents sont trop mous ou que la température intérieure dépasse les 27 degrés. On parlait d'une architecture vivante, intelligente. Tous les systèmes sont automatiques, simples, élémentaires, mais automatiques. La seule intervention du maître d'ouvrage, c'est lorsque l'alerte cyclonique est lancée, mais là, l'aéroport s'arrête de fonctionner, tout le monde est en veille. Là, il y a une action, mais c'est un bouton général où on ferme toutes les écoutilles. Tout le monde a bien compris que la ventilation naturelle permettait d'atteindre le confort thermique sans consommation d'énergie, compte tenu de l'exceptionnalité climatique de l'île. On est dans un espace qui est moitié intérieur, moitié extérieur, et on est bien.